ton invitation. Et c'est un sujet vraiment intéressant. Je pense que mon pays est un bon exemple de ce qu'on peut imaginer en tant que mécanisme d'inclusion, d'essayer de construire un système politique qui sera intérêt pour tous les secteurs sociaux et politiques. Mais la réalité nous montrait après que les choses sont plus difficiles de ce qu'on peut imaginer depuis la théorie ou depuis les experts. Mais bon, d'abord, je pense qu'il faut partir en considérant que l'idée d'égalité aujourd'hui est plus complexe de ce qu'on a pensé quelques siècles avant, après la Révolution française, depuis les idées libérales. Et parce que la société, c'est un fait, est diverse. Il y a une grande diversité dans la société. Et mon pays est un exemple. Il y a des peuples autochtones, il y a des femmes, il y a des diversités sexuelles, il y a des personnes handicapées, mais toutes sont égales. Donc, l'idée d'inclusion, à mon avis, ou le principe d'inclusion, que je pense c'est une idée qui a croisé tous les processus constituants. Et l'idée d'inclusion, le principe d'inclusion permet de faire un lien entre l'idée d'égalité et de diversité, c'est-à-dire de reconnaître la diversité et le respect de la diversité dans le contexte de l'égalité. C'est-à-dire le principe d'égalité implique l'égal respect de la diversité. Et aujourd'hui, j'essaierai de parler un peu sur les contenus, mais je préparer une présentation plutôt sur les mécanismes d'inclusion. Comment faire cette idée d'égal respect de la diversité et un mécanisme politique réel et les cas chilés. Je pense que c'est intéressant de ce point de vue. Et bon, je voudrais, sur ce sujet, soulever trois points, trois idées. D'abord, et c'est vrai, sont des idées récentes, les exemples sont récents, comme a été expliqué avant, mais il y a des références, à mon avis, historiques, parce que je pense que cette idée est liée à certaines idées qui ont été développées dans le constitutionnalisme chilien depuis au moins le XXe siècle. Et après, je ferai une description des différents mécanismes d'inclusion dans le premier processus constituant, c'est-à-dire le processus de la Convention constitutionnelle, et après le mécanisme d'inclusion dans le deuxième processus, c'est-à-dire le processus du Conseil constitutionnel. Et dans les deux processus, il y a eu, à mon avis, une réduction, c'est-à-dire au premier moment, le Congrès a créé des mécanismes d'inclusion très riches. On était approfondis après par la Convention constitutionnelle, mais après, c'est le contexte qu'on voit partout, et avec l'émergence de l'extrême droite dans mon pays, a créé un contexte que a eu pour conséquence une réduction dans l'accord politique d'abord et après dans le Conseil constitutionnel. Et bon, Chili n'a jamais eu une constitution démocratiquement élaborée dans toute notre histoire. Mais il y a un petit exemple, où on pourrait dire d'exemple de contre-hégémonique peut-être, où des différentes organisations sociales et politiques ont essayé de forcer l'ouverture d'un processus constituant vraiment démocratique. Et dans le moment constitutionnel de 1925, dans un contexte d'une grande crise politique et sociale, et
il y a eu une promesse d'une assemblée constituante qui n'a pas été faite après pour les présidents de l'époque, mais parallèlement, les syndicats, les féministes et les partis de gauche ont créé sa propre assemblée constituante qui a rédigé un projet, pas qu'un projet, mais des directrices d'une nouvelle constitution pour le Chili. Et dans cette expérience qui a commencé le 8 mars 1925 dans le théâtre municipal de Santiago, et les leaders principaux des organisations féministes, Amanda Lavalca et Elena Cafarena, ont participé. Et dans l'Assemblée, ça a proposé que l'Assemblée qu'avait promis le président Alessandri devait être composée par les deux forces vives, par des forces vives des deux sexes, c'est-à-dire par des hommes et des femmes. Et il faut considérer que dans cette époque-là, les femmes n'avaient pas le droit de vote, n'avaient pas non plus le droit d'être élues. Donc, c'est une référence historique intéressante à mon avis. Et après, il y a aussi un deuxième exemple d'un mécanisme d'inclusion original, à mon avis, qui est le projet constitutionnel de Salvador Allende. L'ancien président chilien, et dans le contexte de la crise politique qu'on a eu dans cette époque, et a proposé l'idée d'une nouvelle constitution et un plébiscite, un référendum dans ce cas vraiment, un référendum pour essayer d'éviter le coup d'État. Mais malheureusement, le coup d'État arrivait avant que le plébiscite ou le référendum. Et dans les projets que Salvador Allende avait son gouvernement, pas lui personnellement, mais son gouvernement avait proposé, le projet avait l'idée d'un siège réservé pour les peuples autochtones de l'île de Pâques. Et avait aussi en avance la reconnaissance, ou la proposition de la reconnaissance constitutionnelle des droits culturels des peuples autochtones. Et c'est intéressant parce que parallèlement, en avance, le gouvernement de Salvador Allende avait réussi à approuver une loi très importante dans le droit des indigènes dans mon pays, qui est la loi des indigènes de 1972, et qui consacre pour la première fois l'idée de la reconnaissance de la culture, les langues et sa propre façon de voir le monde des peuples autochtones. Et c'est pour ça qu'il y a l'idée qu'existe un indigénisme algendiste au Chili, proprement chilien. En plus, on pourrait aussi dire, et il y a des auteurs qui ont travaillé sur ces sujets, que Salvador Allende avait une idée constitutionnelle propre, un projet constitutionnel propre, où la liberté était centrale, mais une liberté dans un sens républicain populaire, c'est-à-dire en tant qu'idée de non-domination. Et on l'a travaillé dans les contextes français petits, si je me rappelle bien. Oui. Et cette idée s'expressait notamment dans les cas des peuples autochtones, dans l'idée de participer en tant qu'égal, en tant qu'être humain égal, mais avec une vision différente de la culture, de sa propre langue. Et c'est pour ça qu'il y a l'idée que ces mécanismes étaient complètement cohérents dans l'idée de nouvelle société qui était la promesse du gouvernement de l'unité populaire de Salvador Allende. Bon.
Et en bref, il y a des références historiques et en plus les Cabildo qui permettent d'expliquer pourquoi dans, je ne sais pas si expliquer, mais il y a un lien historique, je pense, et entre les mouvements sociaux et l'idée de créer un mécanisme d'inclusion spécial pour rédiger une constitution. Et bon, récemment, on a eu deux, mais vraiment trois processus constituants. D'abord, le premier qui était proposé par la présidente Michelle Bachelet et a eu aussi de différents mécanismes d'inclusion. Et c'est vrai que le rôle politique central de ce processus était le Congrès national. Mais parallèlement a été mis en place un processus de participation et des citoyens et qui a eu aussi un mécanisme propre pour les peuples autochtones et une consultation aux indigènes, un processus complètement différent sur les standards de la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail. Et bon, ces résultats sont publics et ont été utilisés pour les processus qui ont continué après. Et aussi, on élaboré, c'est un exemple, l'image, on élabore des sources didactiques pour la participation des enfants et d'adolescents. C'est-à-dire, il y a eu aussi un mécanisme d'inclusion propre pour les enfants et les adolescents pour faire effectifs leurs droits. Et aussi, c'est une chose qu'on a discuté avec ceux qui étaient en charge de ce processus, et m'a expliqué qu'ils ont établi en tant qu'exigence pour développer les différentes instances de participation et l'exigence d'une infrastructure qui soit adaptée pour les personnes handicapées. Et bon, Caroline a bien expliqué les différentes étapes du processus constituant 2020-2022. Et ici, on a eu, à mon avis, il y a eu des différents mécanismes d'inclusion, mais ceux qui seront le principal, et à mon avis, c'est d'abord la parité pour son originalité. Et la parité a été élargie dans les processus. D'abord, il a été créé à partir d'une révision constitutionnelle qui a ouvert le processus constituant et a exigé une parité dans les listes de tous les candidats à l'Assemblée constituante. Et après, a créé, et c'est un système assez original, un système de répartition des sièges pour avoir un résultat qui donne les mêmes sièges aux hommes et les femmes. Et puis, la Convention constitutionnelle, a élargi l'idée de parité dans son règlement intérieur. Et d'abord, a exigé que chaque actuation de la Convention devait appliquer le principe d'approche de genre et de perspective féministe. Puis, a exigé aussi que chaque étape, chaque organe de l'Assemblée devait respecter le principe de participation citoyenne incidente. Et a aussi créé, c'est original aussi en tant que mécanisme d'inclusion, l'idée le principe d'approche des soins, ou enfoqué de cuidados. Ça veut dire que normalement, les femmes dans la vie courante sont en charge de différentes responsabilités des soins envers ses parents, par exemple, des enfants. Donc,
si, par exemple, un rendez-vous est mis dans un horaire très tard, normalement, une femme ne pouvait pas participer. Et c'est pour ça que l'idée d'un principe d'approche des soins devait exiger que chaque activité, chaque organisation dans l'Assemblée devait respecter cette idée. Respecter que dans le fait, les femmes pouvaient participer. Et puis, a exigé aussi une parité dans les interventions et dans les sessions, parce que normalement, c'est une chose qui a été étudiée par la science sociale, et les hommes parlent plus que les femmes, ou ce qui est dit par un homme est plus considéré que ce qui est dit pour une femme. Et c'est pour ça qu'il a été réglé l'usage de la parole. Et finalement, la parité dans les règlements internes a exigé que chaque organe de l'Assemblée, c'est-à-dire les bureaux et les commissions, devaient aussi respecter l'idée de parité. Enfin, la moitié des hommes, la moitié des femmes. Et bon, la parité, cela a été le premier mécanisme d'inclusion au pouvoir. Et n'était pas seulement un mécanisme d'assignation de sièges, sinon aussi tout un principe qui a structuré complètement l'Assemblée. Et bon, des sièges réservés. Et dans l'histoire constitutionnelle chilienne, sauf les cas que je viens d'évoquer avant, et dans les projets constitutionnels de Salvador Allende qui étaient n'a réussi, bien sûr, et n'avait jamais eu une participation de peuples autochtones. Et c'est une chose dans les contextes latino-américains assez bizarre parce qu'on a 10% des populations indigènes et dans presque tous les autres pays, les différentes constitutions ont reconnu les peuples autochtones. Mais mon pays, ça n'a jamais été fait. Et bon, la première fois, la Convention constitutionnelle a essayé de respecter l'idée d'inclusion des peuples autochtones, des peuples indigènes, et cette idée a été aussi élargie. D'abord, la loi qui a ouvert le processus constituant a créé le siège réservé. Et un siège a été réservé pour chaque peuple, mais ce peuple qui avait plus de population avait plus de sièges. Par exemple, le peuple Mapuche, qui est le plus important en nombre dans mon pays, avait 7 sièges réservés. Mais puis, dans le règlement antérieur de la Convention, cette idée a été, c'est-à-dire l'idée de reconnaître la différence dans ce point de vue, en différence ethnique, et en tant qu'exigence de l'idée d'égalité, d'une égalité réelle ou matérielle, et cette idée a été élargie. Et parce que le règlement a exigé l'application du principe de plurinationalité, qui était très original dans le droit public chilien, parce que, oui, c'est vrai, on a une législation qui s'applique, mais en tant qu'exigence d'organisation générale d'un organe qui n'est propre des peuples autochtones, était de ce point de vue original. Et bon, a exigé aussi l'application du principe d'interculturalité et il a permis aussi l'utilisation des langues des indigènes, c'est une chose originale et aussi dans son instance de ce type, et a exigé aussi on pourrait dire, à réserver 2 sièges en plus dans l'organisation de l'Assemblée et dans le bureau de l'Assemblée, parce que 2 vice-présidents du bureau devaient appartenir au siège réservé.
et en plus a créé un mécanisme de participation, de consultation des peuples autochtones propre et plus exigeant que la Convention de l'Organisation internationale du travail. Et cela a impliqué tout un processus de consultation parallèle à la consultation ou la participation des citoyens en général, et propre, en respectant la langue et la culture propre de chaque peuple. Et bon, cela enrichit beaucoup la discussion constitutionnelle dans l'Assemblée. Et finalement a créé une commission propre pour aborder le droit des peuples autochtones et l'idée de plurinationalité, qui a proposé des normes qui finalement, certaines d'entre elles ont été adoptées finalement pour l'Assemblée. Et cela a été le deuxième mécanisme d'inclusion. Mon pouvoir a été élargi pendant le travail de la Convention constitutionnelle. Et puis, les personnes handicapées ont été aussi considérées en tant que groupe protégé, et la loi qui a ouvert le processus constituant a exigé que chaque liste de candidats avait l'obligation d'inclure 5% des personnes handicapées. Et une personne, il me semble, a été élue pour cette formule de répartition des sièges. Et finalement, dans le travail de la Convention constitutionnelle, la partie qui ici a été effacée, je ne sais pas pourquoi. Mais ce qui est intéressant sur les personnes handicapées est que, pour l'idée de principe d'égalité, on était considéré spécialement dans les différents processus de participation citoyenne et dans l'organisation aussi de la convention. Bon, et en bref, on a eu comme pouvoir 3 mécanismes propres d'inclusion dans les processus constituants chiliens 2020-2022. Et puis, on pourrait constater que, à mon avis, ça s'explique dans un contexte international qui a certains agendas contre les droits des femmes, contre les droits des peuples autochtones, contre l'idée de valoriser, de reconnaître la différence en tant qu'exigence de l'égalité. En bref. Et ce contexte international a eu aussi une expression dans les derniers processus constituants chiliens, et on pourrait voir des réductions de l'idée, plutôt presque une exclusion de certains groupes dans le nouvel processus de rédaction de la Constitution. Et d'abord, dans la commission d'experts, c'est vrai, il était paritaire, moitié des hommes, moitié des femmes, mais il n'y avait aucun expert indigène. Et bien sûr qu'il y a des professeurs de droit qui sont des spécialistes en droit constitutionnel, en sciences politiques, en sciences sociales, indigènes dans mon pays. Mais on a été élus par les congrès et non plus. Et on a eu une discussion sur ça, hein, mais bon, il y a une réduction. Et finalement, il y a aussi une réduction après, pendant le travail du Conseil constitutionnel. Et il y a eu des sièges réservés dans les conseils constitutionnels, mais il y a une chose intéressante parce que le premier processus est de 2020 et 2022, et l'idée de plurinationalité a été considérée presque comme ce qu'on pourrait dire l'idée centrale pour laquelle la citoyenneté chilienne a rejeté le projet de constitution. Et
ce contexte a créé une discussion où les mécanismes pour faire la distribution des sièges, pour appliquer le siège réservé, a été si limité que, et malgré la très importante augmentation des votes des indigènes, ils ont eu une participation très importante dans l'élection, ils n'ont eu qu'un seul siège, et un siège du peuple mapuche. Et donc la participation de tous les peuples autochtones n'était pas garantie. Et finalement, il n'y a pas eu non plus des mécanismes d'inclusion des personnes handicapées. Et personne n'a dit rien, malheureusement. On n'a pas eu vraiment un débat sur ce point, mais on a eu un pas derrière. Et bon. Et puis, dans le travail du Conseil constitutionnel, il y a eu en plus une deuxième réduction des mécanismes d'inclusion. Et la présidente du Conseil a établi que la consultation des populations autochtones n'était pas applicable. Et c'est une chose très discutée, et à mon avis aussi un peu triste, parce que Chili a posé un standard très élevé dans ce sujet. Et le processus de Michelle Bachelet a développé les premières consultations indigènes sur un processus constituant. Et puis, cet standard a été adopté pour la Convention, puis a été élargi dans son travail, et finalement, le dernier processus a baissé complètement le standard et a dit, la présidente du Conseil, que l'exigence de la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail n'était pas applicable. Et ce moment-là était un moment très important dans le processus parce que ça a eu pour conséquence une division très importante dans le bureau de l'Assemblée entre le vice-président Aldo Valle et la présidente du Conseil qui appartenait à l'extrême droite. Et une autre chose importante, c'est une chose de mon expérience, c'est que les décisions plus importantes dans tous les processus ont été prises dans des commissions informelles qui n'étaient pas paritaires. Et à mon avis, c'est important de le soulever parce que normalement, on pense que si on établit certaines choses dans une institution, et par exemple, le Conseil, on aura le résultat dans la pratique, mais la pratique c'est complètement différent de ce qui dit le texte juridique. Et c'est triste aussi parce que dans la discussion publique, on n'a pas eu presque discussion sur ces sujets, parce qu'il y était une chose qui était publique, mais bon. Mais il y a eu aussi une certaine apathie constitutionnelle. Peut-être cela pourrait l'expliquer parce qu'il n'y a pas eu une très pression sociale de part des organisations sociales pour une meilleure participation. Et bon, quelles leçons pourrait-on tirer de ces longs chemins d'essais de changement constitutionnel? D'abord, il y a des tendances mondiales de remise en question des agendas féministes et des minorités opprimées. Et Chili ne fait pas exception à cette situation. Et l'extrême droite a un agenda clair, très clair avec ce but. C'est-à-dire de mettre en question l'idée de parité, l'idée il s'appelle l'idéologie de genre, c'est-à-dire tous ces avances qu'on a eues sur le respect des droits des femmes. Et
et bon, garantir la participation des minorités à l'élaboration d'une constitution a un impact direct sur son contenu. C'est évident dans les cas chinois. Si on compare le premier projet et le deuxième projet, et dans le premier projet, les peuples autochtones avaient vraiment pouvoir dans l'Assemblée. Le résultat, une constitution avec plurinationalité, une constitution qui, en tant que principe structurel de tous les projets, et une reconnaissance exprès des droits individuels et collectifs des peuples autochtones, des institutions pour les mettre en place, pour le faire effectif. Et bon, dans le deuxième processus, il n'y a eu qu'un siège réservé, donc les peuples autochtones, il n'apparaît dans les textes que dans un article, un ou deux articles, je ne me rappelle pas bien. Et donc, garantir la participation, troisième point, garantir la participation dans les espaces institutionnels pour avoir pour conséquence de déplacer le pouvoir de décision vers des cadres informels. Et on a vu ça dans le deuxième processus. C'est-à-dire qu'il y avait une assemblée paritaire, mais les espaces de décision ont été majoritairement dominés par des hommes dans des cadres informels. Et finalement, on pourrait dire que des cadres informels, des prises de décision existent toujours, on ne pourrait jamais les effacer dans un processus comme un processus constituant. Et finalement, il exprime toujours les hiérarchies sociales et comment changer ça. Je pense que c'est une chose qui appartient plutôt à des organisations sociales que des institutions. Et finalement, l'organisation sociale active s'exprime dans la création des organes institutionnels, et comme on peut le voir dans cet exemple, les cas chiliens, et des organes institutionnels complètement originaux, son composition, la façon de travailler, de structurer internement. Et donc, si l'organisation sociale, on pourrait dire l'imagination constitutionnelle, ça croît. Et bon, cela est ma présentation. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Et merci beaucoup pour l'invitation, Carolina. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Juste avant, est-ce qu'il y a déjà des questions sur l'intervention de Flavio ou pas du tout? Oui. Moi, allez-y. Deux petites questions. La première, est-ce qu'on peut avoir cette présentation? La deuxième, c'est que avec tout ce que vous venez d'expliquer, voilà, on comprend que c'est un long processus, mais pourquoi c'est échec? Parce que quand je dis échec, c'est surtout le rejet ou les deux rejets de ce projet de constitution. Pourquoi le rejet? Oui, pourquoi le rejet? C'est une très difficile question. Et on discute encore pourquoi. Je pense d'abord qu'il faut attendre pour avoir des meilleurs outils de sciences sociales, de sciences politiques, il faut attendre. Mais il y a quelques idées. D'abord, dans le premier processus, il n'y a pas eu l'inclusion d'un groupe social et politique qui était petit dans l'Assemblée, mais qui est très puissant dans la société chinoise, qui est la droite. La droite, pour les contextes, n'avait eu le pouvoir de veto, on dit de veto, non? De veto, n'avait pas eu le pouvoir de... Donc, la proposition, le projet de nouvelle constitution était plutôt la vision des différents groupes de gauche. Et bon, en société, c'est plus complexe que seulement les groupes de gauche. Donc.
À mon avis, et c'est pour ça que le processus a finalisé en échec. Mais je me permets de matisser cette idée parce que, oui, on n'a pas eu une nouvelle constitution. Mais les idées restent. L'idée que les hommes et les femmes sont égales, qu'il faut écouter les peuples autochtones, qu'il faut créer des institutions différentes pour faire l'inclusion réelle. Et donc, tout cela, et toutes ces idées resteront, à mon avis, dans ce qu'on pourrait dire la boîte de droit constitutionnel global, peut-être, en tant que des idées originales qui pourraient être utilisées pour des autres organisations dans des autres pays. Et puis, on ne sait pas non plus qu'est-ce qu'il y aura dans le futur dans mon pays. Parce que toutes les causes de la crise sociale, ils sont là encore. Donc, peut-être on aura une troisième assemblée dans cette... On ne connaît pas le futur. J'ai l'impression que dans la première procédure, il y a eu une sorte de tension entre la recherche d'une représentativité et une représentation simple, enfin une représentation traditionnelle par l'élection. Est-ce que ça n'a pas été repris pour le deuxième processus parce que on tenait justement cette représentativité-là comme étant la responsable de l'échec pour les constitutions, ou est-ce que c'est simplement les enjeux politiques, par exemple, de l'extrême droite, qui a tout fait pour n'avoir que quasiment qu'une seule représentation par l'élection pour s'assurer d'avoir un maximum de sièges? Et une deuxième question difficile, parce que qu'est-ce que c'est la représentation aujourd'hui? Il y a des discussions, bien sûr, dans la théorie sur qu'est-ce que c'est la représentation. Et parce que on pourrait dire l'Assemblée constituante de 2021 a été l'organe plus similaire à la société chilienne qu'on jamais eu. Et c'est paradoxal parce qu'on pourrait, d'un point de vue descriptif, Chili a la moitié des hommes et des femmes. Chili a une minorité qui a le pouvoir économique et qui normalement est associée ou liée à la droite. Et on était une minorité de la famille. Et on a des peuples autochtones qui sont près le 10% de la population. Ils ont été presque le 10% de l'Assemblée. Et on a des différents groupes de gauche. Et tous les différents groupes ont été plus ou moins représentés. Et le féminisme aujourd'hui est l'organisation sociale, le mouvement social plus important dans la société chilienne, était aussi le mouvement plus important dans l'Assemblée. Donc, et si on pense la représentation d'un point de vue descriptif, on pourrait dire était vraiment une assemblée fortement représentative. Mais si on le pense dans son point de vue, peut-être, je ne sais pas comment le dire, classique, les partis politiques qui ont été très discutés dans la crise sociale, ont été très critiqués. Et ils ont le pouvoir encore, les partis politiques, le pouvoir économique, assez proche normalement. Et bon, ils n'avaient pas eu pouvoir dans l'Assemblée. Les groupes économiques non plus. Et la droite historique avait une représentation, c'est petit aussi. Et donc, à mon avis, c'est une intuition. Il faut des études de sciences sociales. Et mon intuition, c'est qu'il faut, dans une société comme une société capitaliste, il faut avoir un équilibre entre la représentation en tant que description de la société et aussi des représentations, oui aussi en tant que description, mais une représentation en tant que le pouvoir ou la distribution du pouvoir réel dans une société.
parce que ceux qui sont une minorité mais qui ont le pouvoir ont été une minorité presque irrélevante dans l'Assemblée. Et cela explique que, par exemple, la campagne pour le rejet avait un budget de milliards énorme, avait le soutien de presque toute la presse, avait le soutien aussi de certains groupes entre guillemets de gauche, mais plus proches à l'establishment, à l'élite. Et bon, je me sens plus libre ici de dire tout ce que je pense, parce que normalement dans mon pays, si on dit ce type de choses, après il y a des conséquences. Mais pour être franc, à mon avis, c'est ça. Il y a une dernière question, je crois. Oui. Moi, j'ai une question par rapport au processus constitutionnel de 2023. Vous avez dit qu'il y avait comme un appétit constitutionnel et une moindre pression sociale pendant ce processus. Alors moi, je m'intéresse à la mobilisation féministe, par exemple. Est-ce qu'on peut en dire autant, comme s'il y avait moins de mobilisation, et si oui, pourquoi? Et oui, il y a moins de mobilisation, mais elle reste le mouvement plus important. Il y a moins, et ça, on a pu le voir, parce que c'est intéressant le phénomène, parce que les organisations féministes qui ont eu plus d'incidence dans le deuxième processus, dans le dernier, étaient des groupes qu'on pourrait dire des femmes et plus éduquées et plus avec pouvoir économique, c'est ça. Et n'avait pas l'expression populaire qu'il y avait dans le premier processus. Et pourquoi? Bon, la pression sociale a diminué et parallèlement, le pouvoir de l'extrême droite a augmenté. Et le pouvoir aussi de la droite traditionnelle et les visions qui ont été plutôt cachées dans le premier processus. Parce que tout le monde disait non, je suis d'accord avec la parité, je suis d'accord avec le droit des femmes, je suis... Aujourd'hui, il parle d'idéologie de genre et le contexte a changé. Et je pense que c'est partie des tendances mondiales et des organisations aussi internationales qui mettent pression contre ce type d'agenda de droits des femmes. C'est l'impression. Et moi, quand je suis allée au Chili en septembre 2023, j'avais aussi cette impression, quand Flavio parle d'apathie, il veut dire aussi, je pense, parmi les mouvements féministes, j'avais aussi l'impression d'une forme de fatigue. Il y avait pourquoi ce mouvement apparaissait moins comme moins dynamique que dans le premier? Je pense qu'il y avait aussi une forme de fatigue, de l'énergie qui avait été dépensée pendant la première phase du processus et qui a fait que peut-être au début de la reprise du deuxième phase, il y avait un souci, et ce qui a permis un souci de ce qui allait advenir. Donc il y avait ce souci de maintenir l'exigence de parité, et au tout début de la reprise du processus constituant, on voyait la volonté de rappeler non, il faut que le processus continue à être paritaire, mais finalement il y avait cette fatigue de ce processus. C'est une clé, je ne dis pas que c'est la seule, mais je pense qu'il y a aussi un peu de cela, et je le ressentais. Quand on discutait avec des personnes, on sentait qu'il y avait cette question de fatigue, et c'est aussi pour ça, c'est vrai que moi je n'avais pas encore, vu de France, pas à chaque fois vu le calendrier, comment ça se passait, mais quand on retourne au Chili, il y a bien des gens qui rappellent, mais il y a eu aussi le Covid et tout ça, donc il y a plein de choses qui ont fait qu'il y avait cette fatigue et qui peut expliquer cet essoufflement de cette mobilisation. Mais une donnée parmi d'autres. On n'a pas tout seul. Juste pour une remarque quand même, juste que je fais, mais à la fois après ma présentation qu'on fera tout à l'heure et notre présentation et l'esprit là, c'est que quand on présente le processus constituant chilien, on parle beaucoup du premier. Ça commence, puis le deuxième, bon, c'est une petite diapo à la fin. Voilà, votre situation en parle plus, ça n'a pas duré longtemps. Alors c'est vrai que ça a duré quelques mois, hein, il est vrai que c'était moins
moins marqué. Mais par contre, c'est vrai que moi j'ai une question qui m'a taraudé, c'est vrai que le deuxième processus, on avait l'impression finalement que c'était parti perdant. Et c'est vrai qu'aux élections du Conseil constitutionnel, si l'extrême droite est aussi haute, me semble-t-il, c'est aussi parce qu'il y a un nombre record de votes blancs et nuls. Et finalement, comment expliquer cela, quoi, hein, est-ce que finalement le choc de l'échec du premier processus a été tel que les personnes ne se sont pas mobilisées, sachant d'ailleurs que, enfin, ça a été évoqué, mais c'est vrai que le vote autochtone, lui, a augmenté quand même, entre le premier et le deuxième. Alors il n'était déjà pas très haut, mais il avait quand même augmenté. Donc les autochtones s'étaient ressaisis, en tout cas les Mapuche, peut-être que le reste de la population un peu moins. Donc il faut avoir le sentiment sur les raisons de cet abandon lors de l'élection du Conseil constitutionnel. Oui. Il y a vraiment une fatigue constitutionnelle, comme disait Carolina, et parce que ceux qui ont gagné dans le deuxième processus, on était ceux qui étaient contre l'ouverture d'un deuxième procès. C'était assez paradoxal pour eux, parce qu'ils devaient d'une partie défendre sa position contre le processus, et en plus être en charge d'un processus. Et peut-être c'est pour ça qu'il y a eu comment dire, une certaine apathie, c'est le mot qui vient dans mon esprit, d'apathie des différentes organisations sociales et la diminution de la participation citoyenne aussi, et pourquoi. Et tout ça a pu être expliqué que pour le rejet de 2022, et peut-être, mais je ne pense pas, parce que il y a eu la pandémie, et il y a le mouvement international de l'extrême droite. Et en Argentine a gagné l'idée, et au Brésil, l'extrême droite est puissante encore, et je pense que oui, c'était un échec, mais je pense qu'il y a eu aussi, mais c'est un autre sujet, hein, mais il y a aussi un changement profond de la Constitution. Je pense qu'on a gagné de certaines choses dans les cas chiliens. Et par exemple, sur le droit des peuples autochtones, la pression sociale des organisations qui a créé l'idée des sièges réservés a eu aussi un impact, ça a pu étudier, un impact sur la jurisprudence de la Cour suprême. Et aujourd'hui, la Cour suprême dit que la Constitution en vigueur exige ou donne un même niveau constitutionnel à droit des peuples autochtones, c'est-à-dire la Constitution, mais tu sais, l'article 5. L'article 5 de la Constitution chilienne dit qu'en limite de la souveraineté sont des traités internationaux. Et il y a deux interprétations. Il y a une discussion dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui dit à un niveau constitutionnel, il y a certaines jurisprudences qui dit qu'il est entre la Constitution et la loi, et la Cour suprême dit non. Les traités internationaux sur les droits de l'homme ont un niveau constitutionnel. Et la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail, et c'est un traité international de droits de l'homme, spécifiquement de droits des peuples autochtones, donc les peuples autochtones ont des droits qui ont un niveau constitutionnel. Et cela a été une évolution jurisprudentielle parallèle au processus constituant, et le même on pourrait dire sur des autres sujets, dans les sujets de droits des femmes, et dans la protection de la nature, et le droit environnemental, et aussi il y a une jurisprudence très riche sur les droits des immigrants, et qui a été développée par la Cour suprême. Donc, à mon avis, il n'y a pas une seule constitution en vigueur aujourd'hui au Chili. Il y a un texte, mais il y a plusieurs constitutions. Il y a la constitution qui est du
par la Cour suprême. Il a la Constitution qui est lue par le Congrès national, qui a une interprétation complètement... C'est un autre sujet aussi, mais une interprétation riche sur ce qui dit la Constitution, sur ses attributions. Et il y a aussi une Constitution dans le peuple, je pense. Et on pourrait dire de différentes majorités. Ce qui est pensé en tant que constitutionnel par des organisations sociales, c'est une autre constitution. Et il faut l'étudier aussi. Et bon, je ne pense pas que le premier processus soit uniquement un échec. Et je vais finir avec cette idée, un échec. On a d'abord cette jurisprudence, mais on a aussi le riche valeur d'avoir développé des idées qu'on n'a jamais pas eu l'opportunité de le faire. En effet, dans mon travail, quand j'ai travaillé dans la commission d'experts, et ce que j'ai fait, quel était le projet ou les idées de la droite? La droite, chaque réunion, chaque rendez-vous, elle disait, bon, qu'est-ce qu'on veut? On veut la Constitution en vigueur. Notre projet, c'est ça, la Constitution en vigueur. La Constitution, qu'est-ce qu'on disait, ceux qui sont de progressistes, de centre-gauche, on disait en silence, parce qu'il y avait une mauvaise presse, et en silence le projet du premier processus. Donc on a une boîte des idées constitutionnelles, parce que l'imagination constitutionnelle a été ouverte pendant le premier processus. C'est riche, ça. Oui. Il n'y a eu aucun échange pour le deuxième processus entre la commission d'experts et les citoyens qui étaient membres de l'Assemblée? Ah oui, oui. Et après, chaque expert était membre du conseil, mais nous avons seulement le droit de parole, le droit de faire des interventions. On n'avait pas le droit de vote, sauf une petite instance à la fin où on avait l'obligation de rédiger des observations au projet de l'Assemblée. Et c'est ça notre participation. Juste pour regarder l'affiche, sur l'affiche de la conférence, il y a une image, en fait c'est moi qui l'ai prise quand je suis allée, grâce à Flavio, assister à une des séances du Conseil constitutionnel, et après je pourrais vous montrer en fait où sont les experts assistent au débat, et ils sont en fait dans une localisation, un endroit un peu spécial de l'Assemblée, mais par contre sur les côtés et au milieu siégeaient les membres élus du Conseil constitutionnel, mais eux les experts ils siégeaient là. Et donc il y avait quand même des échanges entre les experts et les... Oui. Ouais. À vous?